Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Eh bien voilà, on approche tout doucement des 50 jours de confinement, hein, en tout cas d'arrêt d'activité en ce qui nous concerne. Et voilà, on espère avoir le plaisir de vous retrouver très rapidement. Mais en attendant, pour nous retrouver quelque peu, si je puis dire, eh bien vous avez l'invité du public et cette fois-ci c'est avec un grand ami, un frère de vie, Alain Limpoul, acteur, metteur en scène, producteur de spectacles. C'est quelqu'un que je connais depuis bien avant le confinement, donc, avec qui beaucoup d'aventures humaines et artistiques ont été traversées. C'est quelqu'un sur lequel tout le monde peut compter et qui apporte un plaisir immense aux spectateurs. Alors le voilà dans votre salon pour 1 heure. Alain Limpoul est à vos côtés, ou en tout cas à votre écran. J'espère avoir le plaisir de vous revoir en vrai très rapidement. On va parler de plein de choses parce qu'on ne va pas parler que de théâtre ce soir. On va parler de sport aussi. Oh. Parce que voilà, j'ai glané des informations à gauche et à droite de gens qui connaissent bien Alain Limpoul. Et on m'a dit qu'Alain Limpoul est un comédien, mais aussi un sportif, et qui va jusqu'au bout des choses dans toutes les disciplines abordées. Est-ce que le sport, notamment le ski par exemple, est-ce que le sport c'est un bon exercice pour le théâtre? Je pense que par rapport au fait de pouvoir expurger ce qu'on a envie d'expurger et aller au bout de soi-même physiquement, je pense que c'est très important parce que la concentration que demande l'artiste sur scène tous les soirs devant le public est une concentration assez complémentaire, je dirais, à l'exercice physique. Tu as hésité entre le sport et le théâtre? J'étais absolument pas un jeune homme en me disant je veux être comédien, je veux être un artiste, je veux être une vedette. J'étais loin de cela. Simplement, j'ai rencontré pendant mes études secondaires un professeur fantastique qui s'appelait Jacques Reuter. Et puis une année, il m'a dit l'année prochaine, je vais monter Harlequin Valette de Maître de Carlo Goldoni et tu vas jouer Harlequin. Et il m'a envoyé avec mon père à Paris, au Piccolo Théâtre de Milan, qui donnait des représentations à l'Odéon. Et j'ai vu, effectivement, Francesco Soleri, un des héritiers de la grande tradition de la commedia dell'arte, jouer Harlequin avec le masque. J'ai été subjugué, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis, effectivement, j'ai joué cette pièce, j'ai joué 2-3 autres pièces. Et en sortant de l'Athénée, j'ai demandé à mes parents, j'ai dit que voilà, j'ai décidé, j'ai envie de tenter le conservatoire. Mon père m'a directement dit, écoute, tu peux pas de problème, tente le conservatoire, mais tu feras aussi le droit. Tu peux faire le conservatoire, mais tu feras aussi le droit. Et donc, j'ai quand même été 1 heure, pour faire plaisir à mon père, me renseigner à l'université à l'ULB, voir les paquets de syllabus à étudier. Je suis directement rentré, j'ai dit ça c'est loin de moi aussi. Donc, je dis, le marché était celui-là. Je propose de tenter mon examen d'entrée. Si je rate, eh bien, je vais chez mon ami, un ami guide de haute montagne en Savoie. Je passe un hiver avec lui, je travaille dans son restaurant le soir. Et il me prend en coaching pendant un hiver pour que je puisse vraiment me parfaire au ski hors piste, à l'enseignement, etc. Pour devenir, c'était un de mes rêves, guide de haute montagne. Mais ne flattez pas que j'ai réussi mon examen de conservatoire. Et me voilà. Au grand drame d'ailleurs de ce monsieur qui s'appelle Jean-Claude Gasser. Absolument, bravo, voilà. Absolument. Qui te considère un peu comme son petit frère. Mais oui, mais moi c'est mon grand frère aussi. Ouais. C'est un homme qui aime la vie comme peu de gens aiment la vie. C'est un homme sain, émotif, qui est prêt à enseigner à quiconque le fait de se découvrir personnellement. Peu importe le niveau, peu importe jusqu'où on veut aller. L'important c'est de se réveiller à soi-même. Lui le fait par le sport. Il permet aux gens d'être plus en accord avec soi-même et de se réveiller à soi-même. Il nous a révélé que pour toi la montagne c'est davantage le ski que la marche. Tu avais appelé... Il y a des antennes. Il y a des antennes. L'espèce de vertige comme ça qui nous rattrape. Et là j'ai dit bon, heureusement que j'avais aussi le conservatoire parce que j'aurais été recalé en alpinisme, ça c'est sûr. Et tu as raté d'ailleurs le groupe qu'il formait, est parti faire la traversée du Mont Blanc. Exactement, et donc à cause de cela, je n'ai pas, j'avais 17-18 ans à l'époque, effectivement mon père, mes frères et des amis, on avait décidé de faire cette grande randonnée que je n'ai pas faite et je le regrette, mais j'étais un tout petit peu limite par rapport à ça. On a une question aussi de Jean-Claude Gasser. Oh là là.
Que signifie le cri Aïe-aïe-idou? Ah non. Alors, c'est pardon, marqué, oui, non. Aïe-aïe-idou. Non. C'est un chant tyrolien. Ah, voilà, c'est la. Il a mal orthographié. Dans la Mecque du ski, c'est les Rocheuses au Canada. Ouais. Et là, on a été 2 fois ensemble. Et donc là, vous avez donc les principes héliportés. Un hélicoptère vous dépose au sommet d'une montagne. Et vous descendez toute la montagne dans la poudreuse. Il vient vous chercher en bas et vous monte en haut. Bon, c'est vraiment exceptionnel. C'est des paysages hallucinants. Mais quand on est dans la forêt, vous savez, les forêts québécoises, enfin canadiennes, pas québécoises, canadiennes, sont très épaisses, très touffues. Il y a parfois beaucoup de neige, et je vous assure que quand vous avez le skieur devant vous qui part en godille dans les sapins, après 10 secondes, vous ne le voyez plus. Et donc c'est le cri de ralliement, la 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 et tout, et savoir que lui c'est la 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 outi. Ça on sait que c'est lui. Fort bien, Jacques, fort bien, mais pourquoi sommes-nous ici alors, puisque tout ce que nous allons faire a été écrit? C'est qu'il a été écrit pour qu'on le fasse. C'est bien que, en ce moment, nous faisons ce qui a été écrit. Oui, mais il faut donner l'impression qu'on ne sait pas ce qui a été écrit. Hein, Buse! Si cela n'avait pas été écrit, on ne pourrait pas le faire. Mon maître, si je savais dire, comme je sais penser, mais il était écrit là-haut que j'aurais les choses dans la tête, mais que les mots ne me viendraient pas. Ça peut arriver à tout le monde, monsieur. Un Jacques est un homme comme un autre. Tu parlais de, voilà, que les épreuves, ça révèle finalement qui on est, que ce soit des épreuves difficiles ou des épreuves sportives, physiques. Est-ce que le théâtre, ça révèle aussi à soi-même? Oui, ça révèle énormément. Je prendrai l'exemple de l'examen de conservatoire devant André Debar. Je viens donc présenter, comme je vous en ai parlé, cet Harlequin valet de 2 mètres que j'avais joué en amateur à l'école. Je me suis dit, là je suis le king, j'ai déjà joué ça 8 fois, je fais ça très bien, ça va. Et André Debar avait arrivé à un cabotin effrayant, bref, passons les détails. Et j'avais préparé comme 2e scène un texte de Paul Willems, Il pleut dans ma maison. Christian Labaume m'avait aidé à préparer cette scène et j'étais mal à l'aise, mais ça n'allait pas du tout. Je me dis, oulala, cette scène, je ne serais jamais pris à cause de celle-là. Et André Debar m'a expliqué que heureusement que j'avais passé cette scène d'Hermann Gilbert, parce que jamais je n'aurais été pris avec le cabotin amateur que je faisais dans Harlequin. Et donc il m'a dit, tu ne te rends pas compte comme tu ne te connais pas. Je voudrais qu'on parle justement de la pièce, sincèrement. Oui. Ce qu'on peut dire, c'est que tu joues sur scène avec ton meilleur ami. Absolument. Et vous jouez les 2 meilleurs amis du monde. Oui. C'est assez troublant quand même, ça, non? Oui. Il faut savoir qu'Olivier Coyette a répondu un peu à une commande. Il est parti de notre amitié, de l'image qu'on dégage, en créant Paul et Bob, 2 personnages, les meilleurs amis du monde. Si vous voulez, la pièce est basée sur le rapport de 2 êtres. Et ce qui n'est pas triché, évidemment, c'est le rapport réel que Michel et moi, nous avons ensemble. Mais vous n'êtes pas Alain et Michel, vous êtes Bob et Paul. Absolument, nous sommes Bob et Paul. Donc c'est très troublant. Ah ben j'espère bien. Mais est-ce que c'est troublant pour le comédien? Les acteurs tout pudiques qu'ils sont, on sera quand même toujours en train de se dire on se protège derrière le personnage. Chez Bertrand Blier, il fait le film des acteurs où chacun joue son propre rôle. Mais chacun joue son propre rôle et l'image qu'il a vis-à-vis du grand public et non pas qui il est. Donc ça reste quand même une protection. Quand vous voyez Pierre Arditi dans ce film, Pierre Arditi, clairement, se moque de lui-même. Il fait la caricature de Pierre Arditi qui s'énerve en train de défendre la gauche française, hein, par exemple. Et donc c'est une caricature de lui-même, mais il joue donc un personnage, même si le personnage s'appelle Pierre Arditi. C'est quoi l'amitié? L'amitié, c'est quoi? C'est éviter vis-à-vis de l'autre toute forme de jugement, c'est éviter vis-à-vis de l'autre toute forme de facilité, c'est éviter à l'autre un regard qui serait négatif, c'est percevoir chez l'autre en un regard... Ouais, on dit souvent qu'il ne faut pas mélanger l'amour et le travail. Est-ce qu'on peut mélanger l'amitié et le travail? L'acteur a quand même un réflexe dans les répétitions, c'est de se chercher soi-même, de chercher son personnage. Il y a quand même une forme d'individualisme là-dedans. C'est parfois ça l'espèce de 6e sens que vous, spectateurs, vous avez, qui est de dire c'est bien, c'est chouette, mais il manque quelque chose sans pouvoir le définir. C'est parfois un manque de générosité des acteurs entre eux, c'est parfois un manque de connivence entre eux, parfois un manque de rodage, ça dépend. Et donc quand on joue avec son meilleur pote, ben, on n'a qu'une envie, c'est que lui soit bien. On n'a qu'une envie, c'est que lui soit en valeur, aussi. Donc, si lui est en valeur, on sent qu'on sera en valeur, parce qu'on est en confiance. On va continuer à parler d'amitié, mais on va rouvrir une parenthèse sportive. Oui.
footballistique cette fois. Oula. C'est qui les caves? Ah, les caves. Club artiste vaillant. CAV, Club artiste vaillant, fondé en 1985 ou 6, qui est devenu toujours CAV, mais qui s'appelle Club artiste vieillissant. J'ai eu l'information que les caves, quand ils encaissent un goal, il y a un truc particulier. Oui, quand on encaissait un goal, ben on se mettait tous par terre en train de pleurer. Donc les uns étaient habillés. Et quand on marquait un goal, on allait tous embrasser le gardien adverse qui venait d'encaisser. Il ne le prenait pas toujours bien, je vous le dis tout de suite. Donc on a petit à petit abandonné ce cérémonial parce que ça devenait délicat. En 84, j'ai créé ma première petite société pour essayer d'amener une forme de théâtre privé à Bruxelles. Alors, les premières francophonies théâtrales, c'est en fait un festival de théâtre francophone à Bruxelles, au Palais des Beaux-Arts, qui réunira pour la première fois des spectacles n'ayant jamais été joués en Belgique, à savoir des spectacles du Québec, enfin, Canada-Québec, Afrique, Suisse, France, Luxembourg et création aussi de théâtre belge. Donc en fait nous avons été vers le public en espérant qu'il soit intéressé par les multiples francophonies qu'on peut rencontrer dans le monde. J'ai appris à produire, à organiser, il y avait un fichier de contact magnifique, j'ai rétabli tout un fichier de contact, j'ai travaillé dans tous les arts de la scène, aller à Moscou pour créer des spectacles du cirque de Moscou tout fait pour Bruxelles pendant des années, ça m'a passionné, aller rencontrer les gens au Bolchoï, au Canada, en France, j'ai fait venir beaucoup d'artistes français et vedettes françaises à Bruxelles, donc ça m'a absolument passionné, le problème n'était pas là. Jusqu'au moment où, après avoir fait venir Delon, Belmondo, Béjart, cirque de Moscou, que sais-je, il y a un moment, Starmania, il y a un moment où je me suis dit, ok, et maintenant quoi? Mon ennui de l'administration et de l'administratif prenait vraiment le pas. Et donc il y a un moment où je me suis dit, je suis dans une spirale infernale, il faut que je m'arrête, mais je ne voulais pas laisser tous mes camarades de la DAC compagnons, parce que c'était quand même, il y avait aussi le volet exploration du monde dans la DAC, donc on avait quand même, c'était 20 personnes tous les mois à payer, donc on était dans une espèce de spirale infernale. Et puis voilà, un jour de 2003, j'ai dit, j'arrête, dans un an j'arrête. Il faut pourvoir mon remplacement, je m'arrête. Le conseil d'administration m'a dit, ah bon. Il y a des beaux souvenirs quand même, notamment avec Alain Delon, on en a une fois parlé. Oui. Les souvenirs avec Alain Delon. Oui. Alain Delon m'avait donc donné son téléphone portable pour que j'avais donc noté Alain Delon, donc quand ça sonnait, je voyais bien que c'était lui. Et donc c'était magnifique, donc je faisais « Allô ?» et j'avais donc le dos « Allô Alain ?» C'est Alain. C'est vrai que c'est étonnant de se retrouver face à ce personnage parce que premier jour où je vais le chercher à l'hôtel pour aller à Charleroi, c'était au Palais des Beaux-Arts de Charleroi qui jouait Variation énigmatique d'ailleurs, et il me dit « Venez me chercher à l'hôtel à 5 heures ». Très bien. Et j'étais à ce moment-là au Sablon, donc j'étais vraiment à 100 mètres. Mais il était 5h01. Le téléphone sonne. Alain, c'est Alain. Vous êtes où? Monsieur Delon, excusez-moi, je suis là, j'arrive. C'est vrai qu'il pleuvait, mais bon, je ne m'attendais pas à ce qu'il m'attende avec l'imperméable, le parapluie dehors, dans la rue. Je me suis retrouvé face au clan des Siciliens. Mais c'est dingue! Et donc j'ai dit, excusez-moi, mais bon d'accord, je monte avec vous, etc. Pour montrer quand même une forme de sympathie et d'angoisse du personnage, il dit je ne veux pas entrer par l'entrée des artistes, il va y avoir trop de monde qui m'attendent. Bon d'accord, très bien. Donc j'appelle au Palais des Beaux-Arts le directeur technique pour qu'il ouvre le garage en dessous, etc. Et puis au moment où on arrive tout près, il me dit passez voir quand même voir s'il y a du monde. Bon, donc je fais des détours, j'arrive tout près, et il y avait, je dirais, 7-8 personnes. Non, allons dans le parking. Il n'y avait pas assez de monde à son goût. Et donc, c'est vrai que quand on a fait la conférence de presse un mois avant, il m'avait dit, je veux aller voir la salle. Très bien. Je lui ai dit, écoutez, monsieur Delon, la première fois que vous allez venir jouer en Belgique, à Charleroi, de surcroît, je ne peux pas ne pas l'annoncer. Non, je ne veux personne. J'ai dit, écoutez, c'est difficile, ça va se savoir. Il me dit, 3 journalistes, pas plus. Très bien. Je m'empresse d'appeler mon attaché de presse en disant, tu rameutes tout le monde. Plus de caméras, d'appareils photo. On arrive à telle heure, à telle heure. Et je ne le dis pas à Alain Delon, je sais que je prends un risque, mais comme je vous dis, je connaissais un petit peu le personnage. Et là, c'était le premier trajet, donc un mois avant, et il est dans la voiture arrière avec son chauffeur. Et il m'appelle et il me dit, dès qu'on approche du théâtre, vous arrêtez. À 200 mètres du théâtre. Bon. Donc juste avant le tunnel, on s'arrête, avant d'arriver au Palais des Beaux-Arts de Charleroi.
Et là, il descend de voiture, il prend le volant, et il dit, c'est où? Et je dis, écoutez, monsieur, juste après le tunnel, c'est à droite, vous allez voir, il y a le parking, et là. Très bien. Et il passe devant moi. Il passe devant moi, il arrive devant le Palais des Beaux-Arts, où une meute de journalistes l'attendait, évidemment. Et là, il est sorti, mais écoutez, c'était extraordinaire, c'était Cannes, il sortait comme ça, c'est mis debout, il a salué tout le monde, etc. Et on était là, pousser les gens, c'est vrai qu'il y a photo, monsieur interview, il est resté 2 minutes, interview. On a passé les portes vitrées en disant, non, là, plus personne, terminé. Puis il s'est retourné vers moi, il a fait, les boules, 3, merci. Hein. Mais il était heureux, j'avais gagné. Après moi, le déluge. Ce proverbe n'a été fait que par des âmes petites, mesquines et personnelles. La nation la plus vile et la plus méprisable serait celle où chacun le prendrait étroitement pour sa règle de conduite. Mais l'individu passe, mais l'espèce n'a point de fin. Voilà ce qui justifie le sacrifice. Voilà ce qui justifie l'homme qui se consume. Voilà ce qui justifie l'holocauste du moi, immolé sur les autels de la postérité. Je ne suis pas convaincue. Angélique, tu ne m'as pas écouté, j'ai toujours convaincu tout le monde. Est-ce que toutes ces expériences-là t'ont appris aussi des choses dans ton métier? Oui, ça apprend parce que c'est magnifique. Moi j'ai passé des semaines et des semaines et des semaines avec Raymond DeVos. Et j'ai vu en scène Raymond DeVos créer des sketchs. Que voulez-vous pour un artiste, voir tous les soirs Raymond DeVos, cette espèce de géant qui est fragile, en coulisses, j'aurais vu cette bête de trac, c'est magnifique. Il y a aussi une amitié qui débouche sur la création d'un personnage. Je pense à Valérie Lemercier. Oui, ah oui. Alors Valérie, pour moi, Valérie Lemercier, c'est une femme, vous savez, les humoristes femmes ne sont pas légion, et surtout si elles ne sont pas vulgaires. Et Valérie Lemercier, pour moi, est une espèce de folle géniale. Valérie Lemercier nous a trouvé, ma femme et moi, très sympathiques. Petit à petit, on s'est liés d'amitié. Et puis un jour, elle nous invite à la Générale, à un nouveau spectacle, je ne sais plus lequel c'était aux Folies Bergères. Tout d'un coup, dans le sketch, effectivement, il faut bien reconnaître que l'homélie du père Lempoul, c'était quelque chose. Et alors là, tout d'un coup, vous êtes là, et attends, je rêve, j'ai entendu mon nom, qu'est-ce qui s'est passé là? Et Valérie m'a dit après, écoute, moi quand je fais un film, son film Le Derrière par exemple, le personnage belge s'appelait Victor Lempoul. Elle dit, pour moi Lempoul c'est un nom belge, c'est quand même plus intéressant que Van Damme ou Van Donberg. Voilà, donc dorénavant quand je ferai un belge, ce sera Lempoul. Parlons un peu du boulot. Là, on est à 1h30 de l'entrée en scène. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a le trac? Comment est-ce qu'il arrive? Comment est-ce que tu le gères? Tout le travail qu'on fait entre nous, entre professionnels, pour arriver à présenter ça en scène, qu'on le veuille ou non, c'est ça qui fout le trac, parce que on fait ce métier pour vous. Et puis sur le plateau, c'est une jouissance, qu'on le veuille ou non, c'est une jouissance intellectuelle d'être là, de pouvoir faire un métier hallucinant, pouvoir sortir du réel, pouvoir faire rêver ou partager des choses avec les gens. Mais ça m'émeut toujours de voir des gens qui viennent au théâtre, qui se déplacent, qui prennent leur voiture, le transport en commun, qui viennent au théâtre, qui prennent un abonnement, qui suivent, qui s'intéressent, qui se passe. Moi je trouve ça extraordinaire. Donc on est des passeurs de quelque chose. Et pour moi, c'est ce verdict-là qui m'intéresse vraiment. Alors moi, ce qui m'énerve vraiment, c'est d'être très longtemps en avance au théâtre et de tourner en rond dans la loge. Donc quand le régisseur va nous dire dans 5 minutes, bon, Michel descend, moi j'attends vraiment encore 4 minutes. C'est une question de caractère, ça? Oui, c'est une question de caractère. Il y a des comédiens qui vont 2h30 avant la loge, qui revoient le texte, qui se concentrent, c'est tout est respectable, la question n'est pas là. Il y a 2 types de concentration, on en a parlé juste avant de commencer cet entretien, et notamment parce que sans trop révéler non plus, il y a un texte, et puis à un moment donné, il n'y en a plus. Oui. Et puis il y a de l'impro. Il y a de l'impro. Effectivement, Olivier Coyette a très clairement dans son texte prévu des endroits où nous avions un espace de liberté, mais surtout où le public avait un espace de liberté. Ici, très clairement, il y a une volonté de l'auteur de faire participer le public. C'est vrai que la concentration est différente. Je pense que c'est un exercice que ni Michel ni moi n'avions jamais fait. Et donc, c'est un type de concentration assez différent. On doit pas du tout... On peut être très décontracté quand on joue un texte, parce qu'au fur et à mesure, on se décontracte de plus en plus, évidemment.
Mais là, quand on improvise, on ne peut pas être trop décontracté parce qu'alors on n'a pas l'acuité de concentration suffisante pour répondre du tac au tac à quelque chose qui se passe. Il y a une autre expérience que tu as vécue dans ta carrière. Tu as joué la même pièce à 10 ans d'intervalle. Oui. Avec Bernard Cognot et Pierre Berthe. Les créateurs de la pièce s'appelaient Pierre Arditi, Fabrice Lucchini et Pierre Vanek. Ouais. Des monstres, évidemment, du théâtre français. Et on était proche de la bagarre physique dans la première version. 50 ballets, ça devient un petit peu plus délicat quand même, on se bat plus, je veux dire, je pense. Et donc, c'est les mots qui prennent le relais. Surtout à la fin, il me paraissait plus difficile qu'ils se réconcilient avec les mêmes mots du même auteur que 10 ans auparavant. Puis on se voit, entre guillemets, vieillir aussi. Pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose qui te travaille, ça? Quand je me dis, je vais avoir un demi-siècle, ça me fout un coup. Aujourd'hui, avoir 50 ans, ça n'a pas la même signification qu'il y a 40 ans. Donc, je me dis, il y a quand même encore de belles années devant soi. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire autrement. Je veux dire, messieurs, dames, on va chacun se regarder de l'intérieur et se dire, bah oui, on y pense, c'est évident. Monsieur Snorko, vous avez dû oublier notre rendez-vous. Notre rendez-vous? Nous étions convenus de nous retrouver ici à Rosvanoy vers 16 h. J'ai fait 300 km et 1 heure de bateau pour rejoindre votre île. Qui êtes-vous? Eric Larsen. Eric Larsen. Et ça vous suffit comme réponse? Mais... Quand vous vous interrogez sur vous-même, lorsque sous un ciel d'étoiles muettes et innombrables, vous vous demandez qui vous êtes, squelette fessu et grelottant au milieu d'un univers hostile, au mieux indifférent, vous répondez « Je suis Éric Larsen ». Et vous arrivez à vous satisfaire de ces quelques syllabes stupides. Je suis Éric Larsen. Larsen. Parlez-nous de votre conception de l'amour. Pourquoi dites-vous nous quand vous me posez une question? Je parle au nom de mes lecteurs. Foutre! Ne parlez pas au nom du peuple sous prétexte qu'un nombre régulier de couillons achète votre torchon pour emballer leurs légumes. Parlez-moi de votre conception de l'amour. Je hais l'amour. Vous voulez dire que vous n'avez jamais été amoureux? Si, à 18 ans. Au moment où j'ai essayé l'alcool, les voitures, les filles, puis très peu de temps après, je me suis débarrassé de l'amour. Pourtant, vous avez été aimé. Désiré. Énormément. Je ne compte plus le nombre de jolies filles qui m'ont offert leur corps et leur vie. Ah, et alors? Et alors? Je prenais le corps et je leur laissais la vie. Ce qui m'a énormément aidé, c'est pas le fait d'avoir arrêté la DAC, c'est le fait d'avoir retrouvé une liberté individuelle que je ne rééchangerai pour plus rien au monde. Ouais. Aujourd'hui, en étant nouveau électron libre, indépendant, pouvant aller à gauche, à droite, faire un peu de télé, un peu de cinéma, beaucoup de théâtre, mettre en scène, adapter, produire, diffuser, mais je prends les opportunités comme je les saisis. Mais aujourd'hui, cette liberté-là est ce qui me rassérène complètement par rapport, entre guillemets, si tant est que là, je m'inquiéterais un peu. Tu es aussi un père, évidemment, très attentif à ces deux filles. Ben oui, ouais. Est-ce que ça nourrit aussi? Elles font partie de mon choix d'arrêt de la DAC. Voilà, moi, ça me paraît tellement légitime de voir grandir ses enfants. L'homme qui a 55-60 ans commence à avoir un peu plus de temps, ben à ce moment-là, les enfants, ils ont 18, 20, 25 ans. J'ai envie de voir mes filles qui ont là, qui aujourd'hui ont 16 et 12 ans, mais donc je les ai vues depuis 4-5 ans, beaucoup. Les aider, participer à des activités avec elles, essayer de suivre. Bon, celle de 16 ans, non, ça devient un peu difficile, mais on fait ce qu'on peut. Mais voilà, mais je veux dire que, voilà, je sens aussi, je me dis qu'elles se souviendront plus tard que dans la période de préadolescence et d'adolescence, j'étais là. Si l'une des deux te dit j'ai envie de devenir comédienne, qu'est-ce que tu dis? Tu feras le droit. La seule chose, c'est que je lui dirais que il faut élargir ses horizons. Et que la première chose que je l'inviterais à faire, c'est de connaître d'autres cultures et d'autres langues. D'arriver à croiser, à rencontrer des familles, des cultures, des langues, et de se faire sa propre idée. Si on ne peut pas, entre 18 et 25 ans, tâtonner, chercher, on le regrette plus tard. Et tu voyages beaucoup, toi, aujourd'hui, en famille d'ailleurs, oui. L'Afrique, les États-Unis, il n'y a pas tellement longtemps. Oui. J'essaie de leur transmettre quand même que le petit cocon familial est un petit cocon privilégié, et tout adolescent qu'on est à revendiquer de l'exploser. Je pense que c'est important qu'ils puissent aussi se souvenir, tiens, ça se me rappelle, il y a 20 ans, j'ai fait ce voyage avec mes parents, c'était génial. Voilà, au moment même, c'est parfois un petit peu dur, mais je sais que c'est un grand souvenir pour elles, et que ça soude quand même, et ça fait partie de leur équilibre, ça fait partie de leur
fait de grandir, de ce qu'on peut leur transmettre. Oui, ça me paraît important. Moi. Avec l'âge, est-ce qu'il y a des rôles aussi que tu as envie de jouer? Des rôles du répertoire Je me dis que tiens, je me retrouverais bien à mon classique. Ça me manque un peu, la tenue, le verbe, le machin. C'est des choses que j'aime beaucoup aussi. Donc, il n'y a pas de pièce en particulier. Je dirais qu'il y a des auteurs que j'adore particulièrement. Et puis je verrai aussi un petit peu les opportunités. Et j'aime bien aussi les opportunités. J'aime bien être surpris par une demande ou une idée. Comment est-ce que tu qualifierais ton tempérament? Parce qu'un de tes meilleurs amis, il n'est pas loin d'ailleurs, il dit de toi, c'est James Bond dans ses activités, Robert Redford pour le physique. Et presque la même carrière. C'est si difficile que ça d'être honnête? Voilà, c'est reparti. Mais je te dis, je suis enceinte. Ton premier mouvement, c'est quoi? Mais j'ai rarement de premier mouvement, comme tu dis, je suis plutôt handicapé de ce côté-là. Mais tu veux un autre enfant, oui ou non? Je n'ai pas vraiment d'objection. Parfois, je sais exactement ce que tu sens, ce que tu penses. Et je suis prise d'une profonde tendresse pour toi. Je m'en oublie moi-même presque complètement. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et quel genre de spectateur es-tu? Parce qu'on demande souvent aux comédiens ce qu'ils ressentent sur scène, mais quand ils sont dans la salle et qu'ils sont spectateurs, tu as été spectateur professionnel, on peut le dire comme ça. Alors aujourd'hui, tu es spectateur tout court. Qu'est-ce que tu recherches au théâtre? Quand je programmais, j'essayais, tant que faire se pouvait, de me mettre comme un spectateur kidam pour dire est-ce que c'est un beau spectacle? Est-ce que je me laisse aller? Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est touchant? Est-ce que c'est bien? C'est possible ça quand on est professionnel? C'est-à-dire que quand c'est bien, on y arrive petit à petit. Ouais. Sinon, on voit tous les défauts apparaître comme ça, et alors je dis ok, terminé. Et par contre, maintenant, aujourd'hui, je dirais, quand j'ai envie d'être sur le plateau avec eux, c'est que c'est un très bon spectacle. Sinon, qu'est-ce que je recherche? Je crois ce que tout spectateur recherche, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire, qu'on soit ému d'une manière ou d'une autre, et que pour ça, le théâtre, pour moi, sera la chose irremplaçable, qui est l'échange en direct avec les gens, et de pouvoir voir l'acteur se donner, suer, même se tromper avec ce que je n'acceptais pas avant. Par exemple, moi, l'erreur me perturbait énormément. Aujourd'hui, beaucoup moins. J'ai plus de latitude là-dessus. Il y a de l'émotion dans la pièce, sincèrement. De nouveau, on ne dit rien. Comment ça se gère aussi, cette émotion-là? Alors, il y a deux choses. Il y a, paradoxalement, la mémoire du corps. C'est-à-dire qu'une fois que les déplacements, toute la gestion obligatoire, technique et pratique de la scène est intégrée, le corps suit donc et fait donc ce qui est prévu. C'est comme quand on conduit une voiture. Oui, exactement, on ne réfléchit plus quand on change de vitesse, c'est exactement pareil. Donc on est débarrassé de ça. Et puis après, il y a la mise en condition de la chose. Alors, ce n'est pas le fait de penser à des choses tristes qui fonctionnent. Je pense que ce qui fonctionne, c'est d'être suffisamment concentré et être dans ce que le metteur en scène a demandé qu'on fasse, que nous avons ressenti, car si on ne le ressent pas, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais les larmes ne viendront pas, et alors d'être dans un espèce d'état d'auto-sensibilisation, quoi, je veux dire. C'est dans le moment présent. Oui, c'est dans le moment présent. Être spectateur, finalement, c'est la même chose qu'être comédien. On va au théâtre pour un peu laisser la réalité derrière. Pour le comédien aussi, tu as dit tout à l'heure que c'est finalement, c'est formidable ce métier que de laisser la réalité un peu en dehors. Qu'est-ce qui t'embête dans la réalité? Ben nous, on est tout d'un coup, quelques heures, on est quelqu'un d'autre, qu'on le veuille ou non. C'est pas qu'on ne s'aime pas, c'est qu'on a envie d'être parfois quelqu'un d'autre, d'être dans un autre univers. Je prends l'exemple, Michel m'avait mis en scène dans Oscar Wilde, le mari idéal, qu'on a fait au Théâtre du Parc. C'était exceptionnel de pouvoir se mettre dans la peau d'un dandy, d'avoir l'esprit brillant et être en société, le clown de service, et pourtant celui qui dit le plus de vérité. C'est fabuleux. Est-ce que tu te projettes dans le futur? Présent, futur, oui. Ouais. Passé, non. Présent, futur, oui. Il n'y a rien de pire pour un comédien de ne pas être demandé. Ce qui est terriblement frustrant pour un comédien, c'est d'être sur le marché et que personne ne t'engage. Ça, c'est terrible, ça, parce qu'il n'y a pas de désir. Et que notre métier, ça reste un métier de désir. J'ai envie de te mettre en scène, j'ai envie de te voir jouer ça. Et quand on joue ça, j'ai envie d'échanger avec toi. Nous, sur scène, on a envie d'échanger avec le public. Donc c'est un métier de désir, c'est un métier de séduction, évidemment. Donc tout d'un coup, c'est terrible, ne parlons pas de ça ici parce que c'est en Belgique,
on a 3 écoles qui font des dizaines et des dizaines et des dizaines de comédiens tous les ans. Aujourd'hui, la situation est dramatique pour eux. Parce qu'il ne peut pas y avoir beaucoup plus de théâtre. La comédie française, elle est saturée de subventions et n'arrive pas à suivre. Et je veux dire qu'on est face à quelque chose où combien de comédiens quittent par dépit, par frustration et par obligation de se nourrir le métier et font plein d'autres choses. Je trouve que c'est dramatique aujourd'hui. Il faut susciter, il faut donner des idées, des envies, aller proposer des pièces, avoir des idées, monter des trucs personnellement. Et puis voilà, exister simplement pour son plaisir et pour exister en tant qu'acteur. Ça n'est pas simple, ça n'est pas simple en Belgique. Mais j'aurais voulu d'abord vous demander qu'est-ce qui vous passionne le plus dans vos choix de rôle? Quel est le rôle qui vous grandira le plus? Jouer dans ta comédie ou dans une tragédie? Je vous dirais, évidemment, quand on est demandé par un metteur en scène ou un directeur de théâtre, en général, on lit une pièce et le metteur en scène dit « je vois bien tel comédien dans ce rôle-là ». Sous-entendu, l'imaginant dans le rôle, c'est que c'est quelque chose qu'il sait faire, on ne prend pas nécessairement le risque d'un contre-emploi, si vous voulez. Moi, par exemple, je vais prendre l'exemple de Scène de la vie conjugale que j'ai joué ici et qu'on a tourné pendant 3 ans et qu'on va encore reprendre à Namur là en février. Cette pièce m'a interpellé il y a déjà 10-12 ans en la voyant à Paris par André Dusselier et Nicole Garcia. Cette pièce m'a interpellé parce que Bergman pour moi était quelque chose d'extrêmement sombre. Sa vision du couple était extrêmement négative. Et Scène de la vie conjugale en version théâtrale n'était pas rigolote, hein, n'allons pas jusque-là. Mais il y avait quelque chose quand même, je trouve, dans ce texte, il y avait quand même une forme d'espoir de par l'évolution individuelle de chaque être, puisque, pour paraphraser Oscar Wilde, il dit « Un couple, c'est n'être qu'un ». Oui, mais qui? Et nous allons donc suivre ce couple à travers 7 années de vie privée. C'est si difficile que ça d'être honnête? Voilà, c'est reparti. Mais je te dis, je suis enceinte. Ton premier mouvement, c'est quoi? Mais j'ai rarement de premier mouvement, comme tu dis, je suis plutôt handicapé de ce côté-là. Mais tu veux un autre enfant, oui ou non? Je n'ai pas vraiment d'objection. Parfois, je sais exactement ce que tu sens, ce que tu penses. Et je suis prise d'une profonde tendresse pour toi. Je m'en oublie moi-même presque complètement. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais si je n'avais pas moi amené le texte, jamais quelqu'un ne m'aurait distribué dans ce rôle-là. Parce que ce n'est pas que c'était un contre-emploi, c'est qu'il n'était pas évident, de par le fait que, ou bien je suis un comédien qui marque en scène en faisant de la comédie, qui a un certain abattage, etc., mais est-ce qu'il va avoir la sensibilité, est-ce qu'il va savoir s'effacer comme il faut, etc., pour être ce Johan un peu poltron, un peu en retrait de sa femme. Mais c'est ça le travail d'un comédien. Et moi, tant que faire se peut, j'essaie d'éviter qu'on me mette une étiquette. Est-ce que c'est facile ça? Ah non, c'est très difficile. On a envie aussi d'apprendre, de se surprendre, à dire j'ai fait, je sais pas, enfin, c'est pas un auteur particulier, mais je dirais un type de comédie, je fais un autre type de comédie, ok, oh oui, il a l'abattage qu'il faut, lui il peut très bien faire ça. C'est pas pour ça que la pièce n'est pas bonne et qu'on n'a pas de plaisir à le faire, mais il y a un challenge qui manque. Et la pièce vous avait surpris au niveau de la pudeur? Laquelle? Sincèrement. Est-ce que, aux premières lectures, est-ce que certains mots, certaines phrases, certains sentiments, vous ne les auriez jamais exprimés dans la vie si l'auteur ne l'avait pas forcé, puisque écrite? C'est basé sur le rapport. Vraiment, cette pièce, sincèrement, est basée sur le rapport d'amitié de 2 personnes. Je pense que je ne pourrais pas jouer cette pièce avec quelqu'un d'autre que Michel, ni lui d'ailleurs. Par contre, 2 autres amis pourraient très très bien jouer cette pièce avec des choses très différentes, parce qu'il a réussi à écrire un rapport entre 2 personnes. Alors on doit dévoiler un peu de notre rapport là-dedans. Alors peut-être, oui, je vous rejoins, peut-être qu'il y a peut-être un tout petit peu de pudeur de notre part, et c'est peut-être pour ça qu'on a été réfractaire à certaines scènes. Peut-être, peut-être. Vous nous avez dit que vous aviez besoin du public, je vous crois volontiers, mais comment établissez-vous le contact? En principe, vous qui êtes en pleine lumière, et nous qui sommes dans l'ombre, peut-être ne percevez-vous pas, ou y a-t-il des signes qui vous permettent de percevoir
comment réagit le public avant l'applaudissement final? Nous, acteurs, quand on sort du plateau, avant l'applaudissement, on sait si le public a été avec nous, si la majorité de gens ont été touchés par ce qu'on a fait. Il faut avoir une salle qui ne réagit pas du tout pendant le spectacle et qui est enthousiaste à la fin parce qu'ils ont été plus touchés que d'autres ou moins expansifs que d'autres. Le public n'est pas le même d'un soir à l'autre. C'est un partenaire? Ah oui, bien sûr c'est un partenaire. Surtout sur une comédie. Puisque le rythme, les répliques doivent tenir compte du rire du public. Et quand un public rit, ce n'est pas un temps qui passe pour l'acteur. On doit attendre, mais ce n'est pas du temps qui passe. On doit rester dans le rythme, donc réaccrocher. Dès que le rire rebaisse, on doit rattaquer. Donc il y a une question de rythmique qu'on doit garder à l'oreille, donc on vous écoute en permanence. Et pas que quand le GSM sonne. Et on reçoit beaucoup de vous, beaucoup, bien avant les applaudissements. Et quand on, parce que monsieur le disait, hein, on reçoit la lumière dans la figure, on ne voit pas forcément les gens, et quand on les voit, et je ne révèle encore rien de ce que vous allez dire. Mais ça devient beaucoup quand même. Hein. Quand on les voit, voilà, quand la lumière est aussi sur eux. On doit faire abstraction des gens qu'on connaît, on doit faire abstraction de ça, on doit rester dans sa concentration, sinon, comme je disais, on sort de cette concentration et alors là, on part sur quelque chose d'autre. On doit rester... Il faut rien lâcher. On doit rester... Paul et Bob doivent rester Paul et Bob dans toutes les circonstances sur le spectacle. Je ne me suis jamais accordé le fait de mettre en scène parce que je pense que pour transmettre quelque chose aux acteurs, il faut une certaine expérience, ou il faut être très très doué. Et je pense que je n'étais pas doué pour être metteur en scène. Donc je pense que, en me projetant dans l'avenir, le cap des 50 ans arrivant, je dirais, mais je vais mettre en scène maintenant. Je vais faire subir aux acteurs tout ce que le metteur m'a fait subir. Eh ben, on prend rendez-vous dans 10 ans. Voilà, exactement.